nous sommes sur un problème en 3 dimensions. 3 dimensions, et on ne pourra pas le simplifier par un problème plan, puisqu'on a déjà assez vite, on voit vite qu'on a deux liaisons pivots sur des axes qui sont orthogonaux. Donc à partir de là, on sait qu'on ne pourra pas simplifier par un problème plan. Alors, dans tout problème de statique, et par la suite quand vous serez en deuxième année de dynamique, moi je vous conseille fortement de commencer par réaliser un graphe des liaisons. D'accord, donc on va le faire. Donc vous avez un bâti. Alors je vais le faire un peu moins con. Vous avez un bâti 0 qui est en liaison pivot. Alors je vais le faire. Je vais essayer de le faire. Pivot d'axe AX. Alors j'écris un peu de manière un peu simplifiée pour pas prendre trop de place. Hein. Donc pivot, on parle bien d'axe AX entre 0 et 1. Après, entre 1 et 2, on a une pivot BX. Entre 2 et 3, on a une ponctuelle. On a une ponctuelle de normal. Alors je précise pas, hein, mais c'est bien de normal. CY3. Alors là, il faudra faire attention parce qu'on n'est pas dans le même repère. Hein. Et entre 0 et 3, on a à nouveau une pivot, mais attention là, d'axe DZ. Donc là, on a une première boucle dans notre schéma, dans notre graphe des liaisons, ou dans notre schéma cinématique. Et ensuite, on a le solide 4, qui est en liaison ici ponctuelle de normale EY. Et en glissière ici, une glissière de direction, pardon, direction Y. Ok. L'objectif de notre étude, c'est de relier le couple moteur qui s'applique sur 1, entre 0 et 1, à un effort qui sera en fait un effort de coupe qui s'applique sur 4, qui est de la forme fx porté par x plus fy porté par y. D'accord? Et donc on veut relier ce couple moteur qu'on pourrait écrire ici, hein, donc ici là, un couple moteur autour de l'axe x, à un effort ici donc sur y, donc fy ici, et un fx comme ça. Fx. D'accord, donc un fy ici, et un fx ici. Donc on est sur une problématique où on veut relier des actions mécaniques extérieures à notre système. C'est typiquement le genre de problématique que vous aurez vous en PSI, où vous allez chercher en fait à réaliser une loi entrée-sortie en effort pour dimensionner généralement un actionneur. On sait quel effort on veut exercer en sortie de notre système sur notre matière d'œuvre. Donc ici, on sait que pour couper l'herbe, on aura besoin d'exercer ces efforts-là, fx, fy, et on veut savoir quel doit être le moteur en entrée. Et dans ce cas particulier-là, alors ce sera plutôt un système mécanique qui va se monter sur un tracteur ou sur un système autoporteur. Et donc, ce sera comment est-ce qu'on va accoupler ce système mécanique-là au moteur thermique du tracteur. Donc, est-ce qu'on aura besoin de mettre un réducteur pour augmenter le couple ou diminuer la vitesse éventuellement. Et donc, comment
comment dimensionner ce réducteur pour l'adapter au moteur thermique, grosso modo. Voilà, ça peut être ce type de problématique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc identifié les actions mécaniques extérieures, et ben on va modéliser les actions mécaniques intérieures. Alors, je vais essayer de le faire un peu proprement. On va avoir donc pour chaque liaison, on va pouvoir s'appuyer sur la modélisation de liaison et dire que l'action transmissible entre 0 et 1 par cette liaison pivot, je vais pouvoir l'écrire alors sur l'axe OX, AX, donc je vais l'écrire en haut, et on verra pourquoi ça simplifiera en fait nos calculs. Donc avec des composantes sur la résultante partout, que je vais appeler avec des indices O1, 1, 0 sur l'axe X, M01, N01, et ça je suis dans le repère 0,1. La liaison en B va me permettre d'écrire une action mécanique de 2 sur 1. Donc en B. Donc pareil, j'utilise la même façon pour mettre les indices de 2 sur 1. Et je suis toujours dans mon R0. La ponctuelle ici, il faut que je fasse attention, je ne suis pas dans le même repère, donc je vais regarder l'action de 2 sur 3. Et donc là, je vais pouvoir avoir un Y23 porté par Y3. Je l'écris comme ça pour pas avoir à projeter. Hein. Et donc ça, on peut l'écrire. Alors attention, regardez, je peux l'écrire sur la normale. Donc je ne vais pas l'écrire au point de contact C, mais au point B. La ponctuelle ici, donc l'action de 4 sur 3. Donc au point E. Et donc je vais avoir juste du... je suis sur Y. Donc je vais dire que c'est du Y43 porté par Y. Et vecteur nul. Alors je vais répondre à ta question, Amir. Je finis juste ça pour pas perdre le fil. L'action de 0 sur 4. Donc là je vais projeter. Donc j'ai du X04. J'ai rien sur Y. Z04. L04. M04. N04. Donc dans mon repère 0. Et ça, comme j'ai déjà un torseur qui est écrit ici au point E, je vais l'écrire au point E aussi. Et je vais écrire le torseur de 0 sur 3 que j'ai pas la place de l'écrire en regard de la liaison. Mais 0 sur 3, c'est donc au point D que je vais l'écrire. Donc j'ai du X03, du Y03, du Z03. Du L03 et c'est sur quoi? C'est sur Z, donc du M03 et 0 dans le repère 0. Alors voilà, j'écris tous mes torseurs d'action mécanique qui sont transmissibles par les liaisons. Et à chaque fois que j'écris un torseur, pour répondre à Amir, à chaque fois que j'ai écrit une action mécanique qui est transmissible par une liaison, j'ai choisi d'écrire soit l'action de 0 sur 1, soit l'action de 1 sur 0. Ça a très peu d'importance, le torseur que vous choisissez d'écrire. Pourquoi? Parce que là, j'écris l'action de 0 sur 1. Si vous avez besoin de l'action de 1 sur 0, il suffira de mettre des moins partout. D'accord? Donc, il faut juste faire attention à ce qu'on considère. Donc, a priori, vous choisissez d'écrire les torseurs dans le sens que vous voulez, il n'y a pas beaucoup d'importance. Alors, moi je fais pas ça au hasard. Alors je vous dis brièvement comment je fais pour justifier mes choix. Déjà, je sais que je n'isolerai jamais
mon bâti, qui est ici, 0. D'accord? Donc si je n'isole jamais mon bâti, ça veut dire que je n'aurai jamais besoin d'écrire les actions de quelque chose sur le bâti. Donc c'est pour ça que je choisis toujours d'écrire, quand j'ai des liaisons et donc des actions mécaniques qui sont transmises de quelque chose sur le bâti ou du bâti sur quelque chose, j'écris toujours l'action du bâti sur quelque chose. D'accord? J'écris toujours l'action de 0 sur 4, de 0 sur 1 et de 0 sur 3. Okay? Puisque je ne vais jamais avoir besoin d'écrire l'action de quelque chose sur le bâti, puisque je n'isolerai jamais le bâti. D'accord? Ça justifie déjà le choix que j'ai fait ici, ici et ici. Et donc ça, c'est a priori quelque chose que je fais de manière automatique à chaque fois. Après, on va avoir d'autres choses qu'on peut anticiper un peu, mais le reste c'est secondaire, hein. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Quand vous avez un peu d'expérience, bah, vous pouvez vous permettre de le faire. Dans un premier temps, c'est pas très grave. Alors, ici, par exemple, je sais que, a priori, la démarche que vous allez suivre, si vous, s'il n'y a pas d'astuce et si vous ne savez pas trop comment faire, vous allez en fait isoler 1, puis 2, puis 3, puis 4, enfin peu importe dans quel sens, mais vous allez isoler chaque solide les uns après les autres. Je vois assez vite que 2, quand je vais l'isoler, je vais avoir que 2 actions mécaniques. Dans ces 2 actions mécaniques, j'ai déjà un glisseur. Donc ça veut dire que les 2 actions mécaniques, en plus ils sont déjà tous les deux écrits au point B, ces 2 actions mécaniques, elles vont être opposées. Donc là, je sais que je ne vais pas écrire vraiment enfin, je vais pas avoir d'équation à résoudre. Ça va se faire tout de suite. Hein. Si j'ai un solide qui est soumis à 2 glisseurs, c'est encore plus évident. Donc là, j'ai écrit les actions de 2 sur 1 en disant, bah, en fait, l'isolement de 2, il va être très vite fait. Et je vais plutôt me concentrer sur l'isolement de 1 et l'isolement de 3. Et donc là, je vais avoir 3 actions mécaniques et peut-être des calculs à faire, et donc je vais éviter d'avoir des moins à me trimballer. Donc j'ai écrit à chaque fois les actions de quelque chose sur 1, donc de 2 sur 1, de 0 sur 1, et ici du couple moteur sur 1. Et j'ai fait pareil sur 3, l'action de 2 sur 3, l'action de 0 sur 3, et c'est pour ça qu'ici j'ai choisi d'écrire l'action de 4 sur 3, même si derrière je vais isoler 4, et j'aurai besoin d'écrire les actions sur 4. Là j'ai fait ce choix entre 3 et 4 de mettre 4 sur 3 plutôt que 3 sur 4 parce qu'en fait ici je sais que c'est un mouvement de translation, donc je vais utiliser le théorème de la résultante et en gros j'aurai pas beaucoup de calculs à faire. Mais ça c'est un petit choix de confort qui est très enfin qui apporte pas énormément à la résolution. Donc c'est comme ça que j'ai choisi. Voilà. Après toutes les actions qui sont entre le bâti et quelque chose, écrivez-les dans ce sens-là. Ça vous évitera de vous balader avec des moins. Après, pour le reste, ne vous cassez pas la tête à réfléchir. Si vous le voyez vite, bah, essayez d'éviter d'avoir des moins dans vos calculs par la suite. Mais ça reste secondaire, voire tertiaire comme choix à faire. Hein. Ça aura aucun impact sur vos résultats. C'est bon? Alors donc, maintenant qu'on a modélisé toutes les actions mécaniques qui nous intéressent, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour relier donc ce couple moteur à ces actions de l'herbe sur la lame. Et bien, on va isoler chaque solide les uns après les autres. Donc je vais isoler un. Quand je vais isoler un, je vais identifier une, deux, 3 actions mécaniques. Et comme je suis sur une loi entrée-sortie en effort, je vais me dire, mais en fait, 1, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe X.
tourne autour de Rx. Donc DDL dans mon système de rotation autour de l'axe X. Donc je vais écrire le théorème du moment projeté sur X. Et en quel point? Eh ben, en un point de l'axe de rotation, donc en haut. Donc ça sera ma première étape. Ensuite, je vais isoler de... Donc là, je vais laisser un peu de place. Je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais isoler de 2. J'ai 2 actions mécaniques. Et là, assez vite, vous allez vous rendre compte que vous avez 2 actions mécaniques. Il y en a une, c'est un glisseur. L'autre, a priori, c'est pas un glisseur, puisque j'ai des composantes ici sur le moment. Mais comme j'ai déjà écrit mes 2 torseurs au même point, en fait, eh ben, j'ai 2 glisseurs, puisque les 2 torseurs vont être opposés. Donc 2 actions mécaniques, et même plus particulièrement, 2 glisseurs. Donc, j'ai même pas d'équation à écrire, j'ai le théorème d'un solide soumis à 2 glisseurs. Ok. Ensuite, je vais isoler 3. Donc je vais isoler 3. Donc là, j'ai 1, 2, 3 actions mécaniques. J'ai un degré liberté en rotation ici. D'accord. Autour de autour de Z. Donc je vais utiliser le théorème du moment projeté sur Z en D. Et enfin, je vais isoler 4. Je vais avoir 1, 2, 3 actions mécaniques. Actions mécaniques. J'ai un degré de liberté en translation sur Y. D'accord. J'ai cette translation sur Y là. Donc, théorème de la résultante sur Y. Ok. Donc en gros, si j'écris toutes mes équations, ce que je vous propose dans le sujet, j'isole 1, 6 équations. J'isole 2, 6 équations. 3, 6 équations. 4, 6 équations. 24 équations. Ok. 24 équations. Et moi, je vous propose d'écrire une équation ici, une autre là. Non, même pas là, pardon. Une équation ici, une équation là, une équation là. Donc 3 équations. D'accord. Alors attention, ça va me permettre de relier a priori le couple moteur aux efforts extérieurs. Si vous êtes dans une problématique où vous voulez déterminer toutes les inconnues de liaison, bah alors là, dans ce cas-là, il faut déjà vérifier que vous n'avez pas trop d'inconnus. Donc là, j'ai 5, 10, 11, 16, 21, 22. 22 inconnus, plus le couple moteur qui est inconnu, j'ai 23 inconnus. Pour mes 24 équations, je vais a priori pouvoir résoudre. Et il y a des chances que dans le tas, j'ai un 0 égale 0 dans mon isolement. Typiquement sur l'isolement de 2, là. Je vais avoir 0 égale 0, il me semble, et je ne dois pas en avoir d'autres. Donc on va se retrouver avec 23 équations pour 23 inconnus. A priori, ça doit marcher notre affaire. C'est bon? Je continue? Je me lance dans les calculs, tout le monde a compris la... Là en gros, je vous ai présenté toute la démarche.
Maintenant, c'est juste du calcul. Si on suit bien ce qu'on vient d'élaborer, et bah ça devrait bien se passer. Donc si ça, comme dirait Jules, on peut y aller. Alors, et ben on va y aller. Donc j'isole le moment en x sur O, donc si j'ai besoin de calculer le moment au point O de l'action de 2 sur 1, projeté par x, ça me fait donc le moment en B projeté par x qui est nul sur x, plus, pardon, c'est un 0 puisque c'est une projection, plus donc OB, vecteur L, la résultante de 2 sur 1, et le tout projeté sur x. Donc OB ça fait quoi OB? Alors attendez, je vais mettre le sujet sur un PDF à côté pour avoir le schéma cinématique. Et les composantes. Alors OB, on est sur du R1Y1. Donc ça fait du R1Y1 vectoriel, bah, toute ma résultante là. Donc R2 sur 1. Je peux le faire comme ça, je pourrais utiliser une permutation circulaire pour aller plus vite. Donc Y1 vecteur LX, ça me fait quoi? Y1 vecteur LX, ça me fait du Z1. C'est ça? Donc Y1 vecteur LX, ça me fait du Z1, c'est... Bon, attendez, on va le faire comme ça, regardez. On va dire que c'est du X vectoriel R1 Y1 scalaire R de 2 sur 1. X vectoriel Y1, ça me fait du Z1. Donc ça me fait du R1 Z1 scalaire R de 2 sur 1. Donc Z1 c'est du cos θ Z. Donc ça va me faire du R1 cos θ Z21. Et Z1 c'est du moins sinus θ Y. Donc moins R1 Y21 sinus θ. Ça doit me donner ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oh, merci Baran. Ok, donc le théorème du moment, on va quand même l'écrire. Mince, où est ma main? Ma main, elle est là. Donc l'équation du moment, je vais l'écrire en plus gros. Et ben j'ai Cm plus R1 Z21 cos θ moins R1 Y21 sinus θ égale 0. Ok. Sur le théorème d'un solide soumis à deux glisseurs, bah, assez vite, je vais avoir donc Y3, par contre il faut que je regarde.
Ah, je vous ai perdu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah non, c'est bon. Où est ma figure changement de base? Il n'est pas assez grande ma tablette graphique. Donc, si je me place en vert, donc Y3, Y3 c'est du cos phi Y moins sin phi X. Donc j'ai X21 moins Y23 sinus phi égale 0. J'ai Y21 plus Y23 cos phi égale 0. Et j'ai donc Z21 égale M21 égale N21 égale 0. D'accord? Donc au passage, regardez, hop, on a déjà ça, hop, qui est nul. Ensuite, terme du moment sur Z en D. Alors, il faut que j'écrive le moment. Voilà, j'ai deux moments calculés. J'ai le moment en D de l'action de 2 sur 3. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la projection sur Z. Donc ça me fait le moment en B qui est nul plus dB, pardon, dB vectoriel de la réaction de 2 sur 3 scalaire Z. Donc dB c'est zut, je l'ai pas. dB c'est moins dx plus R1 Y1. Donc je suis à moins dx plus R1 Y1 vectoriel R21 c'est du Y23. Alors attendez, je vais le faire comme tout à l'heure. Donc je vais dire que c'est du Z, une petite permutation circulaire, vectoriel, donc moins dx plus R1 Y1 vectoriel scalaire, donc R23 c'est Y23 porté par Y3, ou je suis pas sûr que ça soit bien mieux. Donc Z vectoriel X ça me fait du moins dy, Z vectoriel Y1 ça me fait du moins cos θ, donc moins R1 cos θ porté par X. Et après, quand je fais mon produit scalaire, donc scalaire Y23 Y3, donc Y scalaire Y3 ça me fait du cos phi, donc j'ai du moins dy23 cos phi, et X scalaire Y3 ça me fait du moins sinus phi, donc plus R1 cos θ sinus phi Y23. Ok, ensuite il me faut écrire le moment en D de l'action de 4 sur 3. Donc le moment en D de l'action de 4 sur 3 projeté par Z, encore une fois sur Z, pardon. Donc ça me fait 0 pour l'action, pour le moment en E, plus DE vectoriel la réaction de 4 sur 3
le trou projeté sur Z. Donc ça fait, si vous voulez, ça fait R4 sur 3 vectoriel. Alors R4 sur 3 c'est du Y43, hein, c'est ça. Y43 projeté par sur Y vectoriel Z. Et scalaire DE c'est quoi? DE c'est LX3. Donc ça fait du Y43 porté par X. Donc X scalaire X3 ça fait du cos phi. Boum. Donc le moment, le théorème du moment, ça me fait ça me fait Y43 L cos phi moins D, alors je vais le faire comme ça, plus R1 cos θ sinus phi moins D cos phi, ça c'est un moins D cos phi Y23 égale 0. Ok. Et le théorème de la résultante sur Y pour 4, je vais l'écrire directement. J'ai donc du Fy moins Y43 égale 0. Et donc si je prends un peu de recul et que je regarde en gros toutes mes équations qui m'intéressent, donc j'ai donc celle-ci qui me donne que le couple moteur c'est égal à R sinus θ Y21. Ok. Y21 c'est moins Y23 cos phi. Donc celle-là ensuite, donc ça c'est 1. Après celle-là 2 me donne que, donc ça me fait du moins R sinus θ cos phi Y23. Ensuite j'utilise celle-là 3. Donc ça me fait du, alors je vais faire apparaître un plus, donc R sinus θ cos phi, donc carré cos carré phi fois L, le tout divisé par donc D cos phi moins R1 cos θ sinus phi Y43. Et maintenant cette équation là me donne le couple moteur qui est égal à donc R fois L sinus θ cos carré phi sur D cos phi moins R1 cos θ sinus phi Fy. Et donc là, j'ai exprimé mon couple moteur en fonction de mon effort de sortie. Alors on remarque déjà, avant de remarquer quelque chose, on va vérifier que ça c'est bien un moment.
un couple. C'est bien un couple. Donc j'ai un effort ici, donc des newtons ici. Ici, les sinus, cosinus, c'est sans unité. Là, j'ai une longueur fois une longueur. Donc là, j'ai une surface qui est divisée par, ici, c'est bien une longueur, ici, c'est bien une longueur. Donc cette somme-là, c'est bien une longueur. Une surface sur une longueur, tout ça, c'est bien une longueur. Donc j'ai bien une longueur fois une force, c'est bien un moment. Donc c'est homogène, déjà. Quand on arrive sur un résultat, après autant de calculs qui est homogène, on peut se dire, bon, a priori, on n'a pas fait trop d'erreurs, on a peut-être des signes moins qui se baladent quelque part, des sinus et des cosinus qui sont inversés à la limite, mais déjà on est quand même content que ce soit homogène. Ok. Ensuite, on peut se poser la question, bah, j'ai du fy, mais j'ai pas de fx, alors qu'on m'a quand même demandé expressément dans le sujet d'exprimer ça en fonction du torseur et avec du fx et fy. Bah, si on regarde quand même ce mécanisme, il est là, au final, il a pour objectif de transmettre une puissance ici sur cette lame, qui va avoir un mouvement de translation alterné comme ça. D'accord? Donc il n'y a a priori pas de raison que cet effort sur x empêche la translation sur y. Donc j'ai aucune résistance en fait qui est liée, à cet effort fx. Donc c'est normal qu'il n'apparaisse pas ici. Et puis après, ces longueurs qui interviennent, le R, bah, c'est le rayon de la manivelle. Donc c'est ce qui transforme en fait mon couple moteur en un effort ici ponctuel sur le levier. Le L, bah, c'est une longueur qui est liée au levier. Et le petit d aussi, c'est aussi une longueur qui est liée au levier. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Pas de questions? Tout le monde a suivi? Alors, une dernière petite chose. Ici, on est sur de la statique, PFS, principe fondamental de la statique. Ça veut dire qu'on a fait une résolution pour déterminer un couple moteur, pour regarder quel est le couple moteur pour éviter que le système se perde l'équilibre, d'accord? Pour éviter qu'il y ait du mouvement. Okay. Donc, la démarche ici, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est sur un système complexe, donc avec deux boucles, qu'on est en 3D et qu'on ne peut pas résoudre avec un modèle plan. Et qu'on remarque que malgré nos 24 ou 23 inconnus et nos 24 équations possibles, il nous suffit en fait d'écrire deux équations de moment qui sont celles où on va avoir des calculs à écrire quand même, une équation de résultante qui tombe tout de suite sans faire de calcul, et des petites équations mais qui sont en fait liées à l'isolement d'un solide soumis à deux glisseurs. Donc en gros on a vraiment que deux zones de calcul, hein, ce que j'ai fait en jaune et ce que j'ai fait en bleu. Ok, donc sur un problème qui est quand même complexe à la base, au final on a une résolution qui est assez simple. Okay. Donc ça m'intéresse pour d'un point de vue de votre formation pour ça. Après, d'un point de vue d'un ingénieur, si vous montrez ça à un ingénieur, il va commencer à rigoler. Pourquoi? Bah parce que c'est un système qui est quand même pas fait pour rester à l'équilibre, c'est un système qui est fait pour bouger. Pour bouger assez vite a priori, parce qu'il faut que le mouvement de la lame soit assez rapide, donc avec des accélérations qui risquent d'être importantes, avec des pièces en rotation, donc même si on a des rotations continues au niveau du moteur, et ben ça génère des accélérations centripètes, et donc des effets d'inertie potentiellement importants, avec ici un levier qui doit être assez grand, qui va être en rotation, et puis en rotation alternée, hein, qui va avoir un mouvement d'aller-retour, et donc il va avoir a priori une masse qui sera peut-être importante, donc des moments d'inertie importants. Donc en fait on va avoir beaucoup d'effets d'inertie. Donc notre résultat issu de la statique, il est très discutable, d'accord?
on pourra pas le justifier d'un point de vue des résultats pour faire un dimensionnement vraiment du moteur. Ok. Le principe fondamental de la statique, il est indiscutable en termes de résultats si on a un solide qui est vraiment à l'équilibre, enfin un système à l'équilibre, donc si ça bouge pas, et si on est sur des accélérations nulles. D'accord. Donc quand on a un solide en translation avec une vitesse constante, donc on n'a pas d'effet d'inertie, donc là notre principe fondamental de la statique il peut s'appliquer, même si c'est pas statique entre guillemets. Dès que vous avez un solide en rotation, même si c'est à vitesse constante, vous avez des effets d'inertie. Donc à part si vraiment ces effets d'inertie sont négligeables devant le reste des actions mécaniques, notre principe fondamental de la statique il est plus suffisant et il faudra donc utiliser le principe fondamental de la dynamique. Et donc en fait la démarche sera exactement la même. La seule chose c'est qu'il faudra remplacer ces zéros ici là dans toutes mes équations par soit des accélérations, soit des résultants dynamiques, c'est-à-dire des accélérations fois des masses, soit des moments d'inertie fois des accélérations, enfin des vitesses de rotation ou des accélérations de rotation. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous avez des questions là-dessus?